Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver en ce début de semaine au fil du jour, dimanche et lundi de 15h à 16h sur Canal Algérie, bien évidemment. Et bien pour aujourd'hui, nous allons vous accompagner tout au long de cette émission avec des invités, des chroniques, des chansons, mais aussi des reportages. En tout cas, beaucoup de thématiques que nous vous proposerons tout au long de cette émission. Et bien pour aujourd'hui, nous allons tout d'abord parler d'inspiration, d'écriture, mais aussi de poésie avec Inès Heyouni, une jeune poétesse qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Une jeune poétesse qui a su se faire remarquer, j'ai envie de dire, avec ses mots justes. Voilà. Et bien aujourd'hui, elle viendra nous présenter son tout dernier recueil de poésie. Alors il s'agit de Clameur d'Utique, paru aux éditions Épiques. Eh bien, elle nous présentera son tout dernier ouvrage, mais aussi nous évoquerons avec elle la prochaine édition du Salon international du livre d'Alger. Et oui, ce rendez-vous tant attendu est prévu à partir de mercredi, toujours du côté de la SAFEX d'Alger. En tout cas, nous parlerons justement de son programme lors de cette nouvelle édition. Et puis, place à la rubrique Coin vert de Bedia Amarni. Comme à chaque fois, aujourd'hui, nous mettons en lumière le syngonium. Voilà, tout simplement. En tout cas, il est gai, hein, notre plateau, j'ai envie de dire, cet après-midi. Eh bien, nous verrons toutes les astuces pour que cette plante soit bien épanouie au sein de notre intérieur. Et puis, en deuxième partie d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir deux architectes, deux dames, deux demoiselles, et avec elles, nous parlerons bien évidemment d'architecture, mais aussi de décoration intérieure. Donc, Resriya Mziane et Safia Mokrani. Nous parlerons de leur vision de l'espace, de l'architecture, de l'habitat, mais aussi de toutes les belles choses justement qui vont caractériser notre intérieur. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi, de la musique bien évidemment, je disais tout à l'heure, des reportages, mais aussi des chansons. Et tout de suite d'ailleurs, nous allons recevoir tout ce beau monde avec une belle chanson que vous allez sûrement apprécier. Elle est signée Mouh Paco et on revient juste après. كل ما نشوفك تجيني هايلة نحب نقول لك أيامي رقصة هايمة أنا وياك نعيشو حاجة هانية في هاد الدنيا الفانية حاجة ما هي دايما كل ما نشوفك تجيني هايلة نحب نقول لك أيامي رقصة هايمة أنا وياك نعيشو حاجة هانية في هاد الدنيا الفانية حاجة ما هي دايما وما تقوليش انساني وانا ماني براني رمك انتي لكواني وانا فين هون تمنيك تكوني حلالي يا شايف فيك حلال لا بيك انتي راني مغبون وما تقوليش انساني وانا ماني براني رمك انتي لكواني وانا فين هون تمنيك تكوني حلالي يا شايف فيك حلامي لا بيك انتي راني مغبون شفتي عدياني دمعت عيالي ديما سهر ليالي وانتي في بالي هي السين الغالي عمري ما نساني وما تقوليش انساني وانا ماني براني رمك انتي لكواني ولا فين هو منيت تكوني حلالي يا شايف فيك حلالي لا بيك انتي راني مغبون وما تقوليش انساني وانا ماني براني رمك انتي لكواني وانا فين هو يا شايف فيك حلامي لا بيك انتي راني مغبون وانا ماني كل ما نشوفك تجيني رمك انتي لكواني وانا فين وانا ماني مني تكوني وانا ماني تكوني حلالي وانا ماني
Voilà, donc Mouhpako, comme d'habitude, avec des sonorités qui nous font du bien, j'ai envie de dire, en tout cas beaucoup d'ambiance cet après-midi pour entamer cette émission. Et tout de suite, il est temps pour moi d'accueillir la jeune Inès. Hey Youni, comment ça va? Très bien, merci. Bienvenue. Merci pour l'invitation, ravie d'être en si belle compagnie. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour parler de poésie, de belles paroles, j'ai envie de dire, hein, en tout cas des histoires qui nous font du bien cet après-midi et qui vont sûrement faire du bien à nos téléspectateurs. Et vous ne serez pas toute seule, hein, puisque vous êtes accompagnée d'une autre collègue de Canal Algérie. Il s'agit de Bedia Amarni. Comment ça va? Ça va très bien, bienvenue. Merci. Alors, toujours, ça va, point vert. je suis très contente. Voilà, on va parler de plantes. Et aujourd'hui, vous avez choisi de parler du syngonium. Voilà, syngonium. En tout cas, nous saurons tout ce que nous devrions savoir sur cette plante dans un tout petit moment. Et je pense que la poésie vous intéresse, ça, Bedia. Énormément. Moi-même, j'écris de la poésie. J'aime lire et j'écris même. D'accord. J'ai même un recueil à éditer. D'accord, il faudra le partager avec nous en exclusivité. Très bien, oui. Très bien. En tout cas, ça nous fait plaisir hein, de voir des jeunes filles justement faire de belles choses hein, dans le domaine littéraire et dans la poésie aussi, plus exactement, à l'exemple d'Inès. Et donc aujourd'hui, je disais tout à l'heure que nous allions parler de votre tout dernier ouvrage, du Salon international du livre, mais tout d'abord, on aimerait bien vous connaître un petit peu plus, hein, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de vous recevoir, c'est une première. Et donc déjà, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née justement votre rencontre avec la poésie, Inès? Alors, moi j'aime toujours commencer ma présentation par dire que rien ne me prédestine à la littérature, c'est-à-dire à l'encontre des discours d'écrivains classiques. Je n'ai j'ai toujours voulu faire ça. J'ai jamais lu. Quand j'étais plus jeune, j'ai très peu écrit. Comme quoi, ça remonte le moral hein, quand on pense à nos enfants qui ne lisent pas beaucoup. Donc voilà, donc ça permet toujours garder espoir. Et ça permet aussi de casser un petit peu cet élitisme, c'est-à-dire que tout le monde, chacun à son rythme, peut parvenir à ça. Donc je suis, maintenant je peux dire écrivaine, auteure d'un 3e recueil de poésie. J'ai édité mon premier en 2021. Exactement. Mais tout d'abord, vous aviez fait des études de langue étrangère, n'est-ce pas? Alors c'était bien après. Donc j'ai eu un parcours atypique, c'est-à-dire j'ai eu mon bac, j'ai commencé à travailler parce que la vie me l'a imposé. D'accord. Ensuite, après le décès de mon père, j'ai repris les études. Donc l'élément déclencheur, c'était ça, la mort de mon père. Donc c'était quelque chose qui, le deuil, c'est quelque chose qui nous ébranle. Il y a un capharnaüm d'émotions qui nous traversent. On ne sait pas vraiment comment les comprendre, les nommer, encore moins les gérer. C'est vrai. Donc la poésie est venue comme une sorte de catharsis en fait. C'était un exutoire, j'écrivais inconsciemment. Et je pense, maintenant a posteriori, j'ai fait mon deuil, alhamdoulilah, donc je peux dire que j'ai cherché un petit peu cette lumière et cette lueur d'espoir dans la poésie, parce qu'au lycée, je lisais énormément, surtout le courant qu'on appelle le courant des poètes maudits. Et ils ont une spécificité qui est celle de redorer les malheurs les plus férints, c'est-à-dire parler de l'amorosité, mais avec une telle beauté qu'on s'accroche à la vie, à l'espoir. D'accord. Et je pense qu'inconsciemment, j'ai pioché dans ça pour gérer mon deuil. Vous avez pris justement cet état d'esprit, cette philosophie, on va dire, donc, et ça vous a fait du bien. Oui, et c'est le deuil. Donc ma rencontre avec la poésie, bien sûr, c'était la lecture au lycée. Mais j'ai commencé à écrire à partir de ce moment-là. D'accord. Donc aujourd'hui, on va parler de ce tout dernier bébé, j'ai envie de dire. Mais justement, il y en a eu 2 auparavant. Peut-être parler un petit peu de votre état d'esprit à l'époque? Oui, donc comme j'ai dit, le premier c'était inconscient, métamorphose. Donc comment partir d'un sentiment négatif pour en faire quelque chose de beau. Parce qu'il n'a pas été pensé comme un livre à proprement parler littéraire. C'était juste c'était à but non lucratif en fait de reverser la totalité des gains aux personnes atteintes de cancer. Et j'ai eu un soutien mais incommensurable sur les réseaux. Donc il y a eu beaucoup de gens qui ont été réceptifs à ma parole et à ma adhéré à vos mots. Voilà, donc on m'a demandé de faire un 2e et j'ai publié un autre qui s'intitule Ikigai, donc publié en 2023 et qui a pour inspiration la poésie japonaise, donc comment rendre hommage au commun. Et j'ai voulu porter le message de parler de la vie, de ses banalités, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément attendre un grand événement qui soit tragique ou euphorique pour rendre hommage aux gens, aux rencontres, aux territoires qu'on foule. Exact. Donc voilà. Et le 3e, on va en parler. Justement, avant de parler de ce tout dernier, comment décririez-vous justement votre univers poétique, j'ai envie de dire, Inès, aujourd'hui, avec un peu de recul? Allez. Je pense que
je dirais qu'il s'inscrit dans une filiation rimbaldienne, c'est-à-dire que je m'inspire beaucoup du poète Rimbaud. Et il est connu comme étant un poète aux semelles de vent, donc le voyage, et prendre le dérèglement des sens comme ascèse, c'est-à-dire s'extirper un petit peu du scope des cadres classiques et chercher une lucidité autre. Donc voilà, juste se découvrir à travers l'autre, à travers le voyage, à travers les rencontres, et revenir à cette base que la poésie permet de verbaliser l'indicible, contrairement aux essais, aux romans qui Très bien. Et justement, à un moment, vous avez eu besoin de prendre des distances, d'une déconnexion, si on peut dire ça, n'est-ce pas? Oui, donc j'ai eu le privilège, parce qu'il s'agit d'un privilège, d'être dans un endroit assez reculé à Utique, d'où le titre. C'est ça, tout à fait. Donc c'est de là où est né, j'ai envie de dire, le titre et ce dernier recueil de poésie, n'est-ce pas? Donc j'étais perchée dans les collines à Utique, donc c'est une ville qui est entre Tunis et Bizerte, en Tunisie. Et Utique, ça veut dire vieille ville. C'est ça. Voilà, donc à l'opposé de Carthage qu'on connaît tous, qui veut dire nouvelle ville. Oui. Donc j'étais en déconnexion totale, j'avais 1 heure d'internet par jour. Il y avait, Donc c'était dans le cadre d'une résidence artistique, voilà, pour que justement ceux qui nous regardent comprennent. Donc j'étais parmi 8 autres artistes, donc dans le but de faire émerger les voix du Sud global et de casser un petit peu les discours dominants où on est invisibilisé. Donc voilà. Et le but, c'était vraiment d'être en connexion avec la nature. C'est ça, vous cherchez quoi? Oui, voilà, les plantes. Voilà, donc, on adore la nature. Pour rester dans le lexique, un recueillement germinatif. Et quand on est face à l'immobilité, au silence, ça fait peur. Parce qu'on n'a pas où fuir. On a l'habitude d'avoir les réseaux sociaux, de regarder des choses, d'être constamment stimulé par quelque chose. Donc, il n'y a pas où fuir sinon soi-même. Donc, on est confronté à notre intériorité. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de creuser un petit peu et d'essayer de comprendre ma vérité. À 27 ans, je suis la somme de mes rencontres, de mon éducation, de beaucoup de choses, mais qui je suis vraiment, indépendamment des forces d'érosion sociale, idéologique, politique, tout ça. Et j'ai commencé à observer la nature. D'accord. Il y avait beaucoup de chiens errants, des chauves-souris, des hiboux, beaucoup d'insectes. Toutes sortes d'animaux. Voilà, donc faune et flore. Faune et flore, il y avait des acacias magnifiques. Donc c'est là où j'ai des oliviers. Donc j'ai commencé à parler de résistance. Comment est-ce que la résistance intérieure peut être conjuguée à la résistance collective, à parler de ce qui se passe dans le monde et justement porter cette vérité. C'est vrai. Dans un monde en dissonance. Donc, tout à fait, cette actualité très souvent triste, malheureusement, quand on pense à la Palestine, n'est-ce pas? Exactement, donc il s'agit de Palestine dans mon recueil. J'ai aussi beaucoup dialogué avec mes camarades. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être artiste? Se défaire justement de ces faux semblants, comment porter justement cette responsabilité quand même, parce qu'on est assez privilégié de travailler, d'être lourd et logé juste pour écrire et produire quelque chose. Tout à fait, d'être dans un cadre vraiment, on va dire, positif qui vous inspire. De toute façon, c'est ça, j'ai envie de dire. L'objectif justement de ces résidences d'artistes, c'est justement donner l'occasion et la chance à l'artiste de créer, d'être à l'aise, de se sentir bien. Mais des fois, c'est beaucoup plus profond quand on vous entend parler justement de voix. Oui, je pense que j'ai aussi la chance de faire partie d'un groupe qui a été sélectionné de manière immaculée. C'était des gens extrêmement bienveillants. Donc, on a eu beaucoup de discussions sur le rôle de l'artiste. La scène artistique comme une zone d'échange, de partage sincère et non pas de tension et de compétition. Comment mettre tout ça, voilà, être armé mais de bienveillance. C'est ça. Et je me suis aussi intéressée à l'histoire d'Utique. C'est une très ancienne ville. J'ai voulu parler de nos mythes ancestraux, des mythes punico-berbères, de transformer, de muer ça pour parler de révolte sociale, de résistance, voilà, en parlant des oliviers par exemple, des champs agricoles. Centenaires et plus. Absolument. Donc comment transfigurer la topographie du lieu et parler de la psyché humaine, parler des matières organiques, pour évoquer certains états d'âme, vraiment utiliser tout ce qu'il y avait autour de moi pour parler du collectif. Parce que la poésie, c'est quoi? Il y a une citation que j'aime beaucoup, je pense que c'est de Victor Hugo qui dit « La poésie, c'est tout ce qu'il y a d'intime dans tout. » C'est ça.
Et on dit souvent je est un autre ou je est une autre, donc comment inviter le lecteur dans sa propre intériorité. Parce que ce qui me touche, ça vous touche forcément. Tout à fait, exact. Créer ce lien et en plus revenir à l'essentiel. Parce que la poésie, on a tendance à penser surtout maintenant que c'est le parent pauvre de la littérature, c'est très élitiste, les salons feutrés. Alors que c'est un art oratoire, c'est dans nos marchés, c'est le gouel, bien sûr, tout à fait. Donc tout ça, c'est, il faut se reconnecter, on a besoin maintenant plus que d'autres fois parce qu'on est en dissonance, il y a des liens fragmentés, donc créer ces zones de libre-échange et de parole et de communion. Très bien, et justement, donc vous êtes ressorti avec Clameur d'Utique, donc parlez-nous un petit peu justement de ce qui a été mis à l'intérieur et de ce que le lecteur pourra découvrir. Donc Clameur, les gens me demandent pourquoi Clameur d'Utique, c'est assez bizarre comme titre. Utique, on a compris, très bien. Clameur, alors la définition du mot, c'est Clameur, c'est un ensemble de cris. Donc c'est une polyphonie. Je voulais inclure, comme j'ai dit, le collectif, donc c'est plusieurs voix. D'accord. Donc ça peut être des qui ont résulté des échanges peut-être, de tout ce qui a été dit. Beaucoup de cogitations, de remise en question. Ça peut être des cris de révolte sociale, je parle de ça, mais aussi des cris d'euphorie, de célébration, de résistance, de renouvellement. En parlant de l'histoire d'Utique, j'ai un poème dédié à Caton. Caton, c'est une figure de la Rome antique qui était sénateur et qui était un fervent opposant à Jules César. D'accord. Et c'est une figure noble du stoïcisme. Et quand cet échec politique de l'opposition a eu lieu, il s'est reclus en Tunisie, à Utique justement, s'est donné la mort et c'est devenu un symbole de résistance. Dans la région. Absolument. Et cette région-là a connu d'autres formes de résistance. Donc on voit que c'est toujours cyclique et ça porte un message d'espoir que la libération des peuples nobles musulmans est là et prendra lieu. Donc je parle de Caton d'Utique, je parle de Tanit. On va dire beaucoup de choses vous ont inspiré. Oui, beaucoup d'amour aussi, beaucoup d'espoir. Je pense qu'on en a besoin. C'est le rôle un peu de la poésie. Tout à fait, clairement. Je parle de Très bien, on va peut-être découvrir un petit poème que vous avez sélectionné, je pense, avec Anissa Bouzi, notre rédactrice en chef. Je n'ai pas eu le temps, malheureusement, de le préparer avec vous. J'ai voulu déclamer un poème pour la Palestine, qui s'intitule « Amertume en couleur morte ». En ces temps putrides, nous avons reconnu que l'humanité n'est qu'un rêve méconnu, que l'égalité des hommes n'existe que dans nos songes, dans nos discours faussés, dans nos mièvres mensonges. Les jours se répètent en tragédie sans fin, visage sans vie, regard creux du matin. Âme frêle qui cherche un souffle d'espérance, mais la mort seule règne, unique permanence. L'enfant gazaoui n'est pas brisé par un métal errant, mais par l'ordre cynique d'esprits indifférents, qui loin des champs meurtris célèbrent la victoire, des bébés mis en sac, effacés de l'histoire. 75 années et quelques jours accumulés, 649 jours alignés, 650, 660. Les chiffres deviennent éternité. Mais le peuple palestinien garde sa dignité. Même en étant démembré, le peuple palestinien garde son intégrité. Même en étant affamé, le peuple palestinien garde sa probité. Même en étant décimé, le peuple palestinien garde sa prospérité, alors que le reste du monde se complaît dans sa cécité. Waouh, on s'est laissé prendre, Bédia. Bravo. Oui, bravo. Gentil, merci. Oui, très belle, très beau message, j'ai envie de dire. Les mots aussi nous captivent, alors que votre voix est très douce, mais quand même, on a été captivés. J'imagine que justement tous les poèmes que vous avez mis dans ce livre vous tiennent à cœur, n'est-ce pas? Oui, il y a des poèmes, je rassure les lecteurs, il y a des poèmes plus légers. Je parle beaucoup de nature aussi. Le paysage, c'est vraiment son à couper le souffle, donc je voulais rendre hommage à ces gens. Il y a aussi un poème dédié à chaque personne qui m'a accompagnée dans cette résidence. Donc il y a beaucoup de fraternité, de solidarité, d'amour. Très bien. Et justement, donc le recueil est disponible dans les librairies. J'ai vu un post à vous, donc à Oran, à Constantine, pas qu'à Alger, bien évidemment. Sûr. Donc on décentralise un petit peu pour que tout le monde ait cette opportunité de lire. Et donc voilà, il est présent dans les librairies.
et aussi au Salon du Livre prochainement. C'est ça. Donc on va aussi peut-être parler un petit peu de votre participation à cette prochaine édition du Salon international du livre d'Alger, toujours à la SAFEX. Donc on s'est habitué maintenant. Donc vous serez à votre 3e participation, c'est ça? Absolument. Donc voilà. 3e recueil, 3e participation. Cette fois-ci, je serai au stand APIC. C'est ça. Je serai présente le jeudi 30, vendredi 31, samedi 1er et le week-end d'après, donc jeudi 6, vendredi 7. D'accord, donc 2 week-ends de suite. Exactement. Où vous allez présenter l'ouvrage. Quel est votre programme, Inès? C'est l'événement le plus foisonnant littéraire. Bien sûr, donc très attendu tous aussi. les écrivains attendent ce rendez-vous avec impatience. Tout à fait. Et c'est la rencontre, c'est vraiment un lieu d'échange, de partage. Le fait de pouvoir voir ses lecteurs, surtout à Wilaya, c'est le moment où les gens viennent, se donnent rendez-vous. Se déplacent pour échanger. Justement voir ce qui se fait, les nouveautés, mais aussi aller à la rencontre des auteurs. Voilà, discuter, des fois aussi se balader ensemble, aller voir d'autres stands, échanger avec les autres éditeurs, les autres écrivains. C'est vrai que c'est une ambiance extraordinaire, particulière aussi. Inès, justement, on aimerait aussi avoir votre avis ou alors votre regard sur justement comment se porte la poésie aujourd'hui en Algérie. Oui, j'aime cette question. Voilà. Parce qu'on dit... je pense que maintenant c'est à l'échelle mondiale, mais on le dit aussi à l'Algérie, la poésie ne se vend pas. D'accord. Donc si vous partez chez n'importe quel éditeur, on vous dira, c'est pas la peine d'essayer. Si vous voulez qu'on vous édite dans un premier temps, essayez un roman, un essai, tout ce qui marche. D'accord. Alors que c'est faux. C'est quand même dissuadant. Hein. C'est dissuadant, surtout pour les primo-écrivains. S'il y a des jeunes justement qui s'intéressent à ça et qui écrivent de belles choses, mais malheureusement, on les stoppe comme ça, c'est triste. Ce qui est arrivé pour mon premier recueil. D'accord. Et j'ai quand même décidé de le faire à compte d'auteur, parce que ça me tenait à cœur, justement. Oui. Et je savais que ça allait toucher quelques personnes. Vous avez bien fait. Et j'ai vu justement que c'était faux, parce que si je suis à mon 3e recueil, c'est que, alhamdoulilah, ça marche quand même. Exact, tout à fait. Et il faut juste se dire qu'elle se vend autrement. C'est un art oratoire. Ça parle au cœur. Donc c'est de bouche à oreille avant d'arriver à la page. Donc il faut organiser des récitals de poésie. C'est ça, très important. Donc, on a l'habitude d'annoncer ici même dans les émissions de Canal Algérie justement des rendez-vous organisés par les établissements art et culture ou autres où justement des récitals de poésie sont proposés à des enfants, notamment les mardis, les week-ends, mais peut-être que ce n'est pas assez. Oui, faut mais je justement pense... faire plus. Maintenant que je commence à me familiariser avec le paysage littéraire, il y a beaucoup plus de parutions poétiques qu'il y a 3 ans, par exemple, de ce que je vois. Ah bah ça va alors. Oui, donc je vois qu'il y a il y a un engouement et les gens aussi, à travers les réseaux sociaux, ça permet de créer notre propre communauté, de se découvrir mutuellement, je pense aussi. Donc la poésie se porte mieux. Mais il faut toujours militer. Voilà, on me dit, Inès, mais pourquoi tu ne publies pas un roman? D'ailleurs, mon livre, ce livre qui était censé sortir cette rentrée littéraire, c'était un roman. Mais je tenais à sortir encore un recueil. Vous avez une forme de résistance, voilà. D'accord, pour dire que la poésie a sa place. Tout et elle à a fait. Son lectorat aussi. Tout à fait. Donc, pour tous ceux qui nous regardent, bien évidemment, ils pourront vous retrouver donc le week-end, mais 2 week-ends de suite au niveau du Salon international d'Alger. Rappelez-vous, donc c'est à partir de mercredi, toujours à la SAFEX, où bien évidemment tout un programme sera établi, mais aussi beaucoup de pays vont participer. Donc, qui veut dire beaucoup de pays, beaucoup d'auteurs et une littérature riche à proposer justement à tous ceux qui sont fervents, j'ai envie de dire, de livres et de lecture. En tout cas, ce fut un plaisir. On en parlera aussi demain dans cette émission avec les invités justement qui vont annoncer avec plus de détails le programme du Salon international du livre d'Alger. Donc vous disiez tout à l'heure que aussi la nature vous a beaucoup inspiré, donc le temps de cette résidence artistique et pour notamment écrire ce recueil de poésie. Et c'est justement le créneau, j'ai envie de dire, ou la spécialité de Bedia Amarni, c'est les plantes. Et chaque semaine, nous présentons une plante aux téléspectateurs, mais pas que. On donne toutes les astuces pour que cette plante soit toute belle et épanouie au sein de notre intérieur, n'est-ce pas, Bedia? Oui, tout à fait, Lilia. Et donc aujourd'hui, ça va, le nom est facile, pas trop compliqué. Il est facile, oui, ça va. Moi j'avais pris le risque. C'est le syngonium. Voilà, syngonium, allez. Voilà, très bien. Ça me fait rappeler symposium. Peut-être ça c'est dû à tes reportages. Oui, peut-être, voilà. Au sein du JT, je pense que ça revient souvent. Voilà, le symposium. Donc c'est cette belle plante, justement. Comme à chaque fois, vous ramenez un échantillon pour qu'on puisse savoir de quoi il s'agit. Alors,
Parlez-nous un petit peu des caractéristiques de cette plante. Alors, d'abord, on l'appelle le syngonium. Déjà, pourquoi le syngonium et pourquoi elle est aussi appelée patte d'oie? On l'appelle patte d'oie parce que vous remarquez que les feuilles sont vraiment sous forme de patte d'oie. C'est ça. Voilà, elles sont tout à fait en forme de patte d'oie. C'est vrai que la forme, voilà, on dirait une patte d'oie vraiment sur les feuilles. Donc, elle est originaire de l'Amérique du Sud, Bolivie. Voilà, on voit. Elle est belle celle-là. Elle est trop belle, oui. C'est la vôtre? Elle est trop belle. C'est la vôtre? Pas la mienne. Non, la mienne est sur la table. Non, je sais que vous avez beaucoup de plantes chez vous. Oui, et donc je pensais comme ça, que j'ai pas pu la transporter fallait prendre une photo et l'envoyer à Anissa toujours. Pratiquement, elle et se à ressemble. Hajar La prochaine fois, je le ferai. Elles vont partager avec nous les belles plantes que vous avez chez vous. Voilà, moi j'ai ramené la petite qui est dans l'eau pour dire aussi qu'on peut la cultiver dans l'eau. Et justement, elle est restée longtemps dans l'eau chez vous. Ça fait 5-6 mois qu'elle est dans l'eau et là, elle commence à avoir une petite feuille de plus par rapport aux 4 feuilles qu'il y a. Très bien. Donc, alors, on a dit qu'elle est originaire d'abord de l'Amérique du Sud, donc des forêts tropicales, donc le Mexique, le Brésil, Costa Rica, la Bolivie. Voilà, dans la nature, elle peut atteindre une hauteur de 15 mètres et elle s'agrippe aux arbres, généralement en liane. Mais chez nous, à la maison, c'est une plante d'intérieur par excellence. Elle est cultivée dans des pots. Et bon, pour la hauteur, on va dire c'est selon le pot, qu'il soit petit ou grand. D'accord. Voilà. C'est une plante grimpante, on peut lui mettre un tuteur pour qu'elle grimpe. Et elle peut aussi être une plante qu'on peut cultiver en suspension. Et en suspension, ces feuilles peuvent retomber jusqu'à 1 mètre. D'accord, très bien. Les caractéristiques, il y a les caractéristiques comme toutes les plantes d'intérieur que j'avais déjà présentées la dernière fois, la langue de belle-mère, le Saint-Séveria ou bien l'araignée. Bonne mémoire. Voilà. Bravo. Donc c'est toujours dans l'ordre en plus. Voilà, oui. Donc comme la majorité des plantes d'intérieur, comme je viens de le dire, elles purifient l'air. C'est ça. Elles permettent d'assainir l'air pour enlever la pollution qu'il y a à la maison due donc comme on l'a dit la dernière fois aussi, aux produits ménagers qui peuvent justement traîner à la maison. Très bien. Facile d'entretien, qu'est-ce qu'il lui faut? De la lumière, beaucoup, un peu? Voilà. Elle est aussi une plante très facile d'entretien. D'ailleurs, on a commencé par cette série de plantes. Voilà, vous avez commencé par les faciles, mais ensuite les choses vont se corser. Voilà, parce que moi-même, j'avais des difficultés au départ à avoir des plantes, mais on m'avait orienté vers ces plantes qui restent longtemps. C'est-à-dire que quand on est débutant dans le jardinage et tout, il vaut mieux justement aller choisir des plantes, les 3 ou 4 qu'on a partagé avec les téléspectateurs depuis le début de cette émission. D'accord. Donc c'est une plante qui est facile d'entretien, comme je viens de le dire. Elle a besoin justement d'une lumière directe, une lumière éclatante, mais pas de soleil direct. Il risque de la brûler. C'est ça. Voilà. Et pour l'arrosage, on peut l'arroser une fois par semaine ou selon, s'il fait très très chaud, il faut se référer à la terre. Dès qu'on touche et que la terre elle est sèche, le pot avec le doigt ou avec une petite fourchette, quelque chose. Et dès qu'on voit qu'elle est sèche, on l'arrose. Pas beaucoup parce qu'elle craint l'eau. Elle n'aime pas que ses racines soient c'est une plante grasse, Bédia? Non, elle n'est pas grasse. C'est pas une plante grasse. C'est de la famille des aracées, je pense, si je ne me trompe pas. Très bien. Voilà. Et où est-ce qu'on pourrait la mettre idéalement? Voilà, idéalement devant une fenêtre ou devant une porte, bien évidemment avec lumière. Voilà, ou dans un balcon, pas face au soleil, mais devant une lumière éclatante pour qu'elle puisse s'épanouir davantage. Très bien. Et par rapport à la terre, justement La terre, justement, elle a besoin de terre naturelle, une terre de jardin avec, on peut éventuellement ajouter du sable. Pour alléger la terre. C'est-à-dire c'est une terre drainante. On peut drainer l'eau parce que, comme je viens de le dire, elle a peur donc de l'eau qui risque de pourrir ses racines. Donc voilà. D'accord. Et par exemple, quand on la met dans nos balcons ou dans nos extérieurs, est-ce qu'elle ne craint pas le froid? Non, il faut éviter justement. Non, elle résiste. Oui, elle est très lente. Elle est restée très longtemps dans mon balcon. Seulement qu'il ne faut pas l'exposer au courant d'air. Elle craint les courants d'air. Elle risque après de jaunir et d'avoir des pointes noires. Là, vous remarquez que la pointe de ma plante commence à devenir un petit peu noire. Voilà, parce que je l'ai exposée très longtemps ces derniers temps. Il y avait beaucoup de vent dans le balcon et je n'ai pas eu le temps de la déplacer. Donc là, je vois que le bout, il a un petit tache. D'accord. Donc idéalement, la mettre dans un salon, dans une chambre, pas dans une salle de bain. Non. C'est l'araignée qu'on peut mettre dans la salle de bain. Idéalement. Voilà. Très bien. Ça, c'est une plante ornementale dans le salon, dans le balcon, dans le couloir. Mais si vous avez un couloir avec une fenêtre, avec une lumière éclatante,
petite lumière, voilà. justement. Parce que dans un couloir, là où c'est sombre, elle va pourrir. Elle va périr. Très bien. Donc, elle est toujours verte avec des dégradés jaunes. Il n'y a pas d'autre. Non, si, justement, elle est verte avec du panaché. Elle est en panaché blanc. Mais aussi, ce matin, le pépiniériste rouge, je suis passée le matin avant d'arriver au travail. Il m'avait informé qu'il y a une couleur dans le rose et même le rouge. D'accord. Ah, ça doit être beau. Inès, vous aimez les plantes? J'aime les plantes. Vous avez le temps de vous occuper de plantes chez vous? Mais c'est toujours très intimidant, mais je suis rassurée par la rubrique de Badia. Je pense que je vais commencer à petit à petit. Surtout pour celles justement qui sont faciles à entretenir et qui vont être facilement bien dans nos intérieurs. Hein. Vous remarquez, c'est vrai que c'est tout un art et que c'est pas évident d'avoir la main verte. Hein. Moi-même, j'avais pas la main verte avant. D'accord. Et puis là, ça commence à changer. Oui, bien évidemment. Voilà, on partage cette information avec les téléspectateurs cet après-midi. Donc, si vous n'avez pas la main verte, faut pas perdre espoir. Ça peut venir avec le temps. Avec beaucoup d'expérience, vous remarquerez que cette plante, je ne fais rien depuis 5 mois. Elle est dans l'eau, mais il faut changer l'eau chaque semaine ou chaque 3-4 jours. Et là, justement, quand on la voit comme ça, est-ce qu'on peut directement aller la mettre dans un pot avec là maintenant, elle a commencé vraiment à développer beaucoup de racines dans l'eau. Là, on peut la mettre carrément dans l'eau. Dans la terre. On peut la planter dans un pot. D'accord, très bien. On a tout dit. Cette plante, voilà, c'est le rempotage. D'accord, le rempotage très important aussi. On peut la rempoter peut-être chaque 2 ans, mais dès qu'on voit qu'elle a grandi beaucoup et qu'elle commence à se sentir un peu mal, voir des feuilles un peu jaunâtres, il faut la rempoter. Il faut la remettre dans un... Comment on peut savoir justement qu'elle manque de place, d'espace? Voilà, on va la voir qu'elle commence à grandir, à avoir beaucoup plus de feuilles, et on la sentira en exiguïté. D'accord. Parce qu'avec certaines plantes, on va remarquer que les feuilles vont être plus petites. Si justement elle a des grandes feuilles, c'est une plante qui a des grandes feuilles, on va se rendre compte que les feuilles qui arrivent sont plus petites et donc là, il faut comprendre qu'il y a un problème et qu'il faut agir. Voilà, celle-là aussi, on va la sentir vraiment à l'étroit. Elle va commencer à grandir, à grimper si on lui met un tuteur ou bien à tomber vers le sol. Dès qu'on voit que le pot commence à se remplir vraiment avec plein de feuilles, etc., on va la changer. Ou bien alors si elle présente des signes de détresse, par exemple si les feuilles commencent à jaunir ou à brunir, il faut vraiment la rempoter pour la remettre une nouvelle terre et voilà, ça va la régénérer, elle va fructifier. Très bien. Donc, toutes les astuces pour que justement cette plante soit toute belle et épanouie au sein de notre intérieur. On va continuer d'en parler, mais aussi avec Bedira et avec Inès. Puis on va continuer. Donc, Bedira, pour finir, avant de nous quitter, donc quels sont les points les plus importants qu'on doit retenir cet après-midi à propos de cette plante? D'accord. À retenir que le Syngonium est une plante très facile à cultiver. Donc, n'hésitez pas à la mettre dans vos salons, dans vos balcons. Donc, à la cultiver dans de l'eau ou bien dans la terre. C'est une plante qui craint le courant d'air, mais qui aime la lumière. C'est ça. Pas très direct du soleil, mais à l'ombre. Voilà, et voilà. Très bien. Voilà, c'est noté en tout cas et je pense que même Inès va appliquer tous ces conseils pour justement qu'elle ait de belles plantes chez elle. Inès, donc on a parlé de poésie, on a parlé de littérature, on a parlé du SILA, de votre parcours, de vos débuts, mais on a oublié d'évoquer un thème, on va en parler peut-être un petit peu pour que justement, pour partager aussi ça avec les téléspectateurs, parce que vous faites aussi des podcasts, n'est-ce pas? Exactement. C'est venu après ou avant l'écriture? C'est venu bien après. D'accord. Donc l'année passée, j'ai vécu 7 mois à Mostaganem parce que j'étais en quête de poésie populaire. D'accord, waouh. Parce que j'en avais un petit peu marre des poésies élitistes dans les salons feutrés. Je me dis, ok, où est la poésie des ruelles, des champs? C'est ça, vous avez été sur le terrain. Voilà, vous avez été sur les traces de... Exactement. Il y a beaucoup de poètes, donc l'oralité de l'Oranie déjà. Oui, exactement. L'Oranie, je me suis spécialisée dans ce domaine-là. Et j'ai compris que de fil en aiguille, donc il y avait des textes liturgiques, de la poésie sacrée, qui a mué en poésie aussi profane. Et on a maintenant le raï. Donc la chanson raï, c'est l'héritier de la poésie populaire ancestrale. Donc les textes de Khaldi, de Horace, de beaucoup de poètes. Donc on connaît les chansons comme Biyad Qalmour qui a été interprétée par Blaoui El Houari bien avant. C'était un texte qui a été écrit
dans les années 20 par Hachmi Ben Smiel pour parler de la colonisation et des relégués algériens en Nouvelle-Calédonie. Donc on voit quand même qu'il y a une charge symbolique forte dans les textes. Dans ces textes, en tout cas, très intéressants, Inès. Et je pense qu'on vous réinvitera pour justement parler plus longtemps du rail et des podcasts que vous partagez justement aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Un moment très agréable. J'espère que vous l'avez vécu ainsi vous aussi. Et bien sûr, en espérant vous revoir très vite. Bedia, pour vous, ça sera dès la semaine prochaine, n'est-ce pas, avec une autre plante et d'autres conseils. En tout cas, ce n'est pas fini. Je disais tout à l'heure que lors du deuxième plateau, nous recevrons 2 architectes. Nous parlerons d'architecture, mais aussi de décoration intérieure. Mais tout de suite, nous allons revenir à un bel événement qui a marqué la semaine passée. Il s'agit du Festival de la création féminine. Rappelez-vous, il a été dédié aux femmes ou alors organisé en hommage aux femmes du Sud. Et bien évidemment, plein de belles choses ont été mises en avant et en lumière. Beaucoup de métiers aussi. Nous avons eu à recevoir de belles artisanes qui faisaient de très belles choses. En tout cas, nous allons partager avec vous ce résumé signé Samia Bouarour. Les artisans, artistes et créateurs présents ici à la Villa Boulkine ont transformé cette magnifique bâtisse en un lieu d'art à travers ses œuvres et créations en hommage aux femmes du Grand Sud du pays. Selim Louachi, directeur artistique du festival et créateur de mode, nous présente sa pièce unique en hommage à la femme Targhi. Donc on a contacté la plupart de ces créateurs. Moi, je me suis occupé de ce rayon-là, de créateurs de bijoux et des créateurs de mode. Donc on les a contactés et on leur a soumis le thème qui est la femme du Sud. Et il fallait qu'ils s'inspirent de la femme du Sud, que ce soit au niveau des bijoux, des tenues ou même du Sud en tant que région. On peut s'inspirer de la nature, on peut s'inspirer de tout. Je me suis documenté beaucoup sur la femme de Tamanrasset, sur ses bijoux, sur ce qu'elle porte, le tissu qu'elle porte, la tenue qu'elle porte. Et j'ai remarqué que dans leurs bijoux, c'est des bijoux qui sont très imposants, ils sont en argent principalement, et ils ont toujours, c'est des bijoux qui sont en relief. Il y a toujours des formes géométriques très présentes, que ce soit le triangle, le losange et tout. Et je me suis lancé le défi de reproduire ce bijou en broderie et en 3D pour le mettre en relief et non pas en plat. Parce que je me suis dit, c'est comme ça que je pourrais rendre hommage à cette femme du Sud. Cette édition met la lumière sur le savoir-faire des artisanes et créatrices du Sud algérien qui contribuent à la sauvegarde et à la préservation du patrimoine. Leur empreinte est là. Ces femmes inspirent beaucoup de jeunes artistes. Donc on travaille avec plusieurs artisans qui est du Sud, voilà. On ramène des articles vraiment faits à la main, comme des bijoux, tout ce qui est tissu, tapis et tout. Et puis ouais, c'est beaucoup plus la touche et le travail qui attire. 10e édition de la création féminine sous le thème de la femme du Sud. On est là pour essayer de représenter plein de petits artisans, plein de petites mains qui essaient de défendre leur patrimoine et qui essaient de mettre en avant leur tradition, leur histoire, leurs origines. Il y a des couturiers confirmés qui ont participé, il y a des jeunes créateurs qu'on découvre cette fois-ci et on leur a donné la chance. D'ailleurs, il y a tout un espace pour les jeunes créateurs et en même temps on a organisé un concours de la meilleure création pour ces jeunes espoirs. On veut les encadrer, on veut les encourager pour qu'ils apparaissent et qu'ils débutent bien comme il faut leur carrière, parce que c'est eux l'espoir de l'Algérie dans ce domaine-là. Ce lieu de partage et d'échange entre les artisans contribuera sans doute à la promotion davantage de nos traditions et patrimoine. Et à chaque fois de très belles choses et des choses uniques, j'ai envie de dire, sont présentées lors des différentes manifestations culturelles et artistiques, et notamment le Festival de la création féminine qui s'est tenu à la Villa Boulkine. En tout cas, beaucoup de personnes
ont marqué l'événement, étaient présentes et sont allées à la découverte de toutes ces belles choses qui font notre artisanat. Et tout de suite, nous allons parler architecture et décoration intérieure. Donc, on va commencer par l'invité. Hein. Alors, Safia Mokrani, comment ça va? Merci, ça va, alhamdoulilah. Bienvenue, merci pour l'invitation. Je suis très ravie d'être ici avec vous. Merci à vous en tout cas de l'avoir accepté. C'est un honneur pour nous de vous avoir cet après-midi. On va parler d'architecture, de votre actualité, de votre parcours, mais aussi de votre prix. Hein. Donc un beau prix que vous avez, parce que vous avez été lauréate du prix Charette, hein, n'est-ce pas? En tout cas, on va en parler dans un tout petit moment. Et puis Resqia Mziane est également parmi nous. Comment ça va? Ça va et vous? Depuis dimanche passé? Ça va très bien. Ça va, bonne semaine, bon week-end. Très bonne semaine. Super. Eh ben, super. En tout cas, et aujourd'hui, de quoi on va parler avec vous, Resqia? Nous allons voir comment nous allons pouvoir agrandir les espaces visuellement. D'accord. Voilà. Ah, c'est bien ça. Oui. C'est bien. Très bien. On va commencer avec notre invité, n'est-ce pas? Donc, on va peut-être commencer par les débuts. Donc, parler un petit peu de votre parcours. Donc, je m'appelle Safia Mokrani. Je suis architecte diplômée de l'école polytechnique d'architecture Al-Harraj, avec un master en patrimoine. Dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé sur plusieurs projets, mais l'habitat a une dimension humaine, créative qui m'inspire. D'accord, ça vous inspire en particulier. Un petit peu plus, hein. D'accord, très bien. Donc, vous avez fait un parcours classique, mais voilà, comme vous venez de dire, vous êtes très attiré par l'habitat, comment habiter mieux et tout. Et c'est justement, allez, on va commencer par ça. J'allais commencer par le prix, mais on va commencer par l'habitat, puisque vous avez organisé ou encore animé tout un événement qui a été consacré à ça, n'est-ce pas? Parlez-nous de cette exposition déjà. L'intitulé, donc, Habiter mieux. Habiter autrement. Habiter autrement. Donc, c'est une journée d'exposition dont l'événement architecture, donc à l'occasion de la journée mondiale de l'architecture, dans le Galerie Art Hangar. Angart, voilà, la galerie Angart. On a l'habitude de les recevoir et d'annoncer aussi les événements qui ont lieu au sein de cette galerie. Il y a plein de projets, d'expositions, vraiment quelque chose de très intéressant. J'ai animé une exposition sur le thème Habiter mieux, habiter autrement. J'ai voulu, par cette exposition de parler sur une problématique qui est l'habitation, le logement, sachant que c'est une problématique mondiale et qui suit l'Algérie depuis des années. On construit beaucoup de logements, on parle beaucoup sur le logement, mais très peu sur la manière d'habiter. C'est ça. Donc j'ai voulu dans cette exposition, c'est une manière de réfléchir comment on peut améliorer l'habitation et aussi sensibiliser sur l'importance d'une habitation humaine, habitation durable et qui met en priorité l'être humain. Voilà, justement, comment habiter mieux aujourd'hui? Comment habiter mieux, par exemple? Plus d'espace vert, plus... qu'est-ce qu'on pourrait... Qu'est-ce qu'un architecte pourrait nous dire cet après-midi? Pour moi, habiter mieux, il faut en premier... Choisir les matériaux, peut-être? Non, c'est... quand on parlait des matériaux, il y a la dimension, les couleurs, les matériaux, c'est très important, mais il faut prendre... En premier, la priorité, c'est l'être humain. Donc, sa culture, ses émotions, ses besoins. Donc, pour créer une architecture ou de l'habitat vivant, il faut connaître les besoins des habitants. Qu'est-ce qu'on a besoin dans cet espace, faire une étude et consacrer du temps à ça. Connaître l'émotion et la culture de chaque habitant. Parce que malheureusement, on voit que le logement, c'est juste pour abriter, pour loger. C'est vrai. Alors que c'est une architecture fade, standardisée. On voit plein de programmes de logement qui réellement ne prend pas en considération la culture et l'émotion. Le bien-être, surtout le bien-être des habitants. Donc c'est une exposition pour discuter ces points et sensibiliser pas que les architectes, mais même avec les professionnels, dialoguer sur l'importance. Justement, qui ont été les participants qui ont participé? Les participants, il y avait des lauréats de la Charrette d'Or, donc qui sont invités par la revue. Et justement, puisque vous me tendez la perche, on va parler aussi de la
Charrette d'Or, hein, qui est un précieux prix d'architecture qui encourage l'innovation, j'ai envie de dire, et vous avez été lauréate 2025, hein, cette année. Non, 2024. 24, pardon. Okay. C'est lauréate de 2024. Donc, un petit bref sur le concours. Donc, c'est un concours des jeunes architectes, donc organisé par la revue Vie de Ville, sous la direction de Akli Amrouche. Donc, c'est un architecte qui essaye de motiver la nouvelle génération par des thématiques très importantes. La problématique de Charrette d'Or 2024. Il fallait ramener la charrette. Hein. Ah oui. Fallait la porter avec vous. Hein. Pas chez moi. Prochaine fois. Oui, Inch'Allah. Donc, le concours, la problématique de Charrette 2024, c'est comment faire revivre les espaces communs dans le logement collectif social. Très bien. Et on a pris un cas de 400 logements à Limenjli, donc sur un petit quartier, une partie d'un grand programme de logement à Constantine. D'ailleurs, on l'appelle la Nouvelle Ville. Donc, dans ce quartier, on constate vraiment un état dégradé des espaces extérieurs. On sent qu'on est dans une cité dortoir. Il n'y a pas de mouvement. En quelque sorte, donc c'est un exemple. Oui, c'est un exemple. Et à partir de ce concours, on a essayé de faire revivre cet espace. D'accord. Et justement, comment vous avez fait pour mériter le prix? Voilà, on voit aussi d'autres photos. C'est une photo des espaces verts, j'imagine, des espaces de jeu aussi peut-être pour les enfants. Oui, c'est vraiment un grand programme parce qu'on a touché à l'urbain. Donc, on a réglé tout ce qui est espace de stationnement anarchique, le commercial anarchique. Donc, on a créé par exemple des places piétonnes. On a créé des parkings juste à l'extrémité du quartier. On a créé le sentiment de l'Houma, donc un quartier sécurisé. On a créé une petite placette commerciale et événementielle pour les commerçants sans entrer dans sans que ça soit anarchique, que ça soit bien organisé. Et créer des espaces de détente, des aires de jeu et même penser à un centre de quartier où on met en valeur le savoir féminin. Et ça va entrer de l'argent parce qu'on va louer ces espaces et on peut faire autre chose dans le quartier. Et puis voilà, donc c'est une vue du quartier, de 400 logements. On voit que le centre, l'axe, c'est des séquences. On a des transitions à chaque îlot du projet. Et puis on passe à l'intérieur de chaque îlot où on a essayé d'aménager l'espace comme un petit patio, une petite famille, un espace privé pour les habitants. On a des espaces pour enfants, de rassemblement. Vous avez pensé en tout cas à toute la famille, j'ai envie de dire. Toute la communauté. Et c'est que ce qui rend le projet exceptionnel que j'ai utilisé. Donc le projet, il s'appelle Pixel City. Donc le concept, c'était de travailler avec un module qui est un pixel pour créer 1000 images qu'on peut voir dans la photo. C'est d'utiliser un mobilier modulable. On peut faire 1000 compositions architecturales et on peut aussi créer un lien social. Donc les habitants vont créer l'aménagement de l'îlot avec leur façon, les besoins, même économiquement. Donc on peut commencer avec un petit aménagement et quand ensuite, on aura des moyens, on peut aménager plus. Arranger. Très bien, en tout cas, de belles idées. Il y a autre... Allez-y, dernière pour le projet, donc, je me suis inspirée des tableaux de peinture de Frédéric Arthur sur les terrasses de la Casbah. Donc j'ai pensé, même les autres lauréats, donc c'était une idée partagée, c'est d'aménager les terrasses. Oui, donc, ça se fait de plus en plus. Pour comme des espaces féminines. Et ces tableaux, elle m'a inspiré. Oui, inspiré sur des émotions, sur des ambiances.
des ambiances qu'on peut réinterpréter voilà, selon des hauteurs, des espaces qui sont en hauteur. En tout cas, bravo. Merci. Bravo, c'est bien mérité, hein, parce que franchement, de belles idées. Et c'est exactement sur ce dont on a besoin, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Donc, vous avez parlé des extérieurs. On va laisser Sreya Mziane parler des intérieurs. Et aujourd'hui, il s'agit de justement comment pouvoir agrandir l'espace visuellement, n'est-ce pas, Sreya? C'est ça. Donc, agrandir un espace visuellement, c'est créer une illusion d'ampleur, de respiration. On ne touche pas au mètre carré ni aux surfaces. Et c'est en jouant un peu avec les couleurs, les matériaux, les lignes, les objets, pour que nos espaces paraissent plus grands. Et c'est un point très important dans notre métier, je pense, parce que ça touche au bien-être de tout le monde, de nos clients. Bien sûr. Voilà, passant par le confort visuel. Une chambre ou un salon qui respire, c'est moins de stress, plus de fluidité et surtout plus de plaisir à y vivre. Et c'est justement notre objectif. Et donc aujourd'hui, comme tous les dimanches, je viens avec des astuces simples et pratiques pour que chacun puisse... Première astuce, c'est de choisir les bonnes couleurs, des couleurs claires et chaleureuses en même temps. Donc ça va non seulement refléter la lumière, mais en plus, ça va donner le sentiment d'ouverture. Si au contraire on choisit des tons foncés, ça va refermer la pièce. Et on n'oublie pas l'astuce de la dernière fois, donc on évite le blanc-neige, sinon ça va rendre l'espace fade et vide. Tout à fait. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Oui, complètement. La vie du spécialiste. Moi, je vais tout le temps être d'accord avec vous, très souvent, mais là, qu'on a une architecte, je profite. Allez. Deuxième astuce, c'est les rideaux. Bien choisir ses rideaux. Alors, les rideaux doivent être légers. Oui. Ouh là là. Oui, absolument, pour que la lumière puisse passer. Et puis, pour les rideaux doivent dépasser le cadre de la fenêtre de minimum 30 cm. C'est ça, pour qu'ils soient à ras avec la fenêtre. C'est ça. Et puis, plus les rideaux sont placés haut, plus on aura l'impression d'avoir une belle hauteur sous plafond. D'accord. Et ils doivent s'arrêter à même le sol. C'est ça. Voilà. Et donc, j'ai fait la conception de 2 fenêtres pour voir la différence entre les deux. Donc, c'est les mêmes dimensions. Sauf que la première, on a placé des rideaux presque au même niveau, presque aux mêmes dimensions que la fenêtre. Et l'autre, on a mis 2 grands rideaux. C'était plus long, plus... C'est ça. Et puis, nous allons remarquer que des rideaux courts cassent un peu la hauteur, cassent la pièce aussi. Exact. Voilà, donc ça c'est pour la deuxième astuce. Très bien. Troisième astuce, c'est les tapis. Plus le tapis est grand, mieux c'est. D'accord. Voilà. Le tapis doit impérativement rassembler le canapé, la table basse, les fauteuils, les tables gigognes si on en a et les poufs. Voilà. Si au contraire le tapis est petit l'espace va nous sembler petit. Je ne savais pas, ça je ne le savais pas, mais peut-être qu'en déco c'est mieux, mais au quotidien, c'est ça, c'est pas forcément pour le visuel, justement, mais pour le nettoyage, donc c'est pour ça qu'on a tendance à choisir des tapis un peu plus petits, mais dans la déco, non, il faudrait opter pour des tapis grands. Des tapis grands pour avoir l'impression d'avoir un grand espace. D'accord. Si le tapis est petit, on aura l'impression qu'il flotte. D'accord. Donc ça, c'est pour la troisième astuce. Très bien, c'est la première fois qu'on parle de ça dans cette émission. On en parlera, je prépare d'autres thèmes concernant les tapis et les rideaux. Quatrième astuce, c'est l'éclairage. Plus la pièce est lumineuse, mieux c'est. Elle paraîtra plus spacieuse, plus grande. Et je conseille toujours de fusionner entre l'éclairage de base, le plafond en général, l'éclairage d'ambiance, des lampadaires par exemple, et l'éclairage fonctionnel. Donc l'éclairage fonctionnel, c'est un éclairage qui a une fonction, qui a une activité. Par exemple pour la lecture le soir. C'est ça. Cinquième astuce, c'est les miroirs bien placés. Un miroir face à une fenêtre va refléter la lumière et il va doubler l'espace visuellement. D'accord. Et puis un miroir, c'est un peu comme une deuxième fenêtre. C'est ça. Donc ça va sembler aéré.
6e astuce. Là, vous dites que l'idéal serait de le placer en face d'une fenêtre, mais un miroir agrandit toujours l'espace. Bien sûr, si c'est dans un couloir ou bien sûr, bien sûr. D'accord. Mais face à une fenêtre, c'est encore mieux. C'est encore mieux et ça va justement doubler l'espace visuellement et c'est justement ce qu'on recherche. 6e astuce, c'est le mobilier suspendu. Il faut libérer le sol. Une chambre, par exemple, avec une étagère murale va paraître plus aérée qu'une chambre avec une commode au sol. Oui. Donc il faut penser mètre cube et non pas au mètre carré. C'est ça. Travailler toujours sur les hauteurs. Et puis c'est bien de choisir des mobiliers avec des arrondis plutôt que des angles 90. Oui. Là, on va gagner de l'espace. Plus dur à trouver. Plus dur à trouver, je suis d'accord. Mais voilà. Oui, mais il faut, quand on les trouve, on saisit. C'est ça, c'est pour gagner de l'espace. D'accord, très bien. Et puis, dernière astuce, je pense qu'on en a parlé une fois, c'est de désencombrer. Oui, ah oui, ça. Un salon. On ne cessera jamais de le dire. Voilà. Un salon avec 2 coussins et une plante va apparaître plus grand, plus spacieux qu'un salon avec, disons, 8 coussins, 12 cadres et plein de bibelots. C'est vrai. Voilà, ça va créer un désordre visuel et puis sans parler de poussière, etc. Exact. Ouais. Donc finalement, un espace n'est pas une affaire de mètres carrés, mais plutôt de perception, de regard, de circulation. Et donc on peut changer, on peut transformer nos espaces avec des gestes simples sans pour autant toucher au mur. Tout à fait, sans pour autant faire de grands travaux, casser des murs, éliminer des portes, parce qu'on est spécialiste. Hein, oui, on adore ça. on adore ça, alors qu'avec des gestes simples, on peut... On a toute une expérience. Oui, c'est ça. On est tous traumatisés. On est tous traumatisés, j'ai envie de dire. Hein, c'est vrai, par nos parents et justement leur idéal et le fait de vouloir agrandir. Voilà, les meubles imposants, les bibelots, donc les cadres. Les bibliothèques, voilà. On a les mêmes parents. C'est ça, la même culture. Ça fait partie de notre culture. Et c'est le charme des maisons. Oui, bien évidemment. En tout cas, on a tout dit. Oui. Très bien, merci pour toutes ces astuces. Avec plaisir. Safia, donc vous êtes d'accord avec ce que Sabrina va avec toutes les astuces. Très bien. On va revenir justement, puisqu'on a encore le temps. Qu'est-ce que justement ce prix a changé dans votre parcours, dans votre façon de voir les choses peut-être? Ce parcours... Vous attendiez déjà? Vous vous attendiez? Non. Malgré j'ai confiance dans mon projet, mais je ne m'attendais pas à ça. Compétences. Mais ce concours, elle m'a permis d'avoir plus confiance de mes projets, me motiver pour continuer dans la même vision. Et elle m'a aussi accordé une chance de rencontrer des professionnels dans le domaine. Donc ça donne une motivation tout à fait, pour aller loin, Inch'Allah. Exact. Et justement, il y avait beaucoup de lauréats lors de ce concours? Beaucoup de participants Oui, pour les participants, il y a plus de 400 participants. À l'échelle nationale? Oui, à l'échelle nationale. Pour l'édition, 13e édition, il y avait 38 wilayas, participation de 38 wilayas, 400 participants. Et puis, on a les 8 finalistes. D'accord. On a fait un genre d'un atelier dans la direction de la revue, où c'était une charrette. Donc on est là, on a l'exercice, il faut charretter des nuits blanches pour terminer, pour avoir l'idée et même le matérialiser pour mieux visualiser pour le projet, l'idée. Voilà. D'accord, donc en tout cas c'est une belle expérience. Oui, c'est une très belle expérience. Ouais. Et puis on revient aussi à l'exposition, donc c'était en une journée, c'est ça? L'exposition, c'est du 4 octobre jusqu'à le 31. Voilà. J'ai animé une journée dans cet événement. Peut-être il y aura d'autres journées parce que ma journée était pendant la semaine. Et plusieurs du public a demandé de le faire en week-end pour les personnes assister. Justement, malgré il y
y a un live, mais ils veulent réagir ici, raconter leur expérience, s'échanger avec des professionnels, même avec des citoyens qui racontent leur expérience au sein de leur habitat, de leur cas. Vraiment, c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Tout à fait. On a tous envie d'être bien chez nous, mais aussi à l'extérieur, que ça soit agréable. Et d'ailleurs, hier, il y a eu une très belle initiative, Khadra, où justement beaucoup d'arbres ont été plantés à travers le territoire national. On a même pu voir justement des ministres participer à cette opération et franchement, ça fait du bien. Et ça s'est même fait dans des quartiers, en tout cas, plein de plantations ont été faites et donc très belle initiative. Voilà, c'est parti. Oui, ça motive quand même pour changer. Tout à fait. Très bien. Donc, du côté de la galerie Angart, donc ça se poursuit jusqu'à la fin du mois. Et bien évidemment, vous aurez, espérons-le, l'occasion de justement en parler encore une fois. Et l'idéal, le temps d'un week-end, puisque justement beaucoup plus de personnes pourront se déplacer. C'est où, du côté le quartier? C'est à Cheraga. Voilà, c'est du côté de Cheraga. Resria, merci pour le choix justement de la thématique cet après-midi. Vous savez ce que vous allez faire dimanche prochain ou pas? Oui, j'ai une petite idée. D'accord, on ne va pas partager avec les téléspectateurs. On va faire durer le suspense. Voilà. On va y réfléchir toute la semaine et même tout le week-end. En tout cas, merci Resria. Merci à vous, avec plaisir. Merci Safia Mokrani d'avoir partagé toutes ces belles choses avec nous. On vous souhaite beaucoup de succès, bien évidemment. Et nos portes sont toujours ouvertes pour venir en parler. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée cet après-midi, Soraya Hamoudi, Hajar Bessa ou encore Anissa Bouzid, mais aussi à toutes les équipes techniques du studio et de la régie 7. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain, bien évidemment, au fil du jour de 15h à 16h. Très bonne suite des programmes et prenez soin de vous. Au revoir.